Alors, moi je vais répondre à monsieur et puis à l'autre question de façon globale sur la mixité. Vous avez remarqué dans ma présentation, j'ai mis le terme assistant au masculin. Enfin, sans le, j'ai pas écrit assistante. Je l'ai mis entre parenthèses. En fait, nous avons fait un travail en France lors de la réforme des diplômes, un travail de dénomination qui, dont l'objectif, si vous voulez, est de transformer l'image de nos métiers connotée trop féminine. On est passé de l'appellation du diplôme secrétaire de direction à l'appellation assistante de direction, et lors de la dernière réforme du BTS, nous l'avons appelé assistant de manager. Pour répondre à votre question, monsieur, sous le terme manager, on entend un manager qui soit homme ou qui soit femme, ou une équipe de managers. Parce que être assistant, ce n'est pas forcément être assistant dédié à une personne, et certainement pas à un homme, mais à une équipe, à une organisation. Dans des organisations, comme je vous l'ai dit, qui sont de plus en plus transverses, collaboratives, en réseau. Voilà. L'assistant dédié à un manager, c'est pour ainsi dire terminé. Comment ça se passe quand on collabore avec une femme? De la même façon que quand on collabore avec un homme, d'autant que les nouvelles appellations de ces diplômes, et ça démarre du bac pro, puisqu'on a également participé à la réforme du baccalauréat professionnel, anciennement secrétariat, baccalauréat professionnel secrétariat et baccalauréat professionnel comptabilité, qui s'est transformé en baccalauréat professionnel gestion administration, pour englober donc tous les métiers de la gestion administration. Et d'ailleurs, ça nous a amené à réfléchir aussi sur la dénomination de notre fédération, qui est la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat. On est en train de rajouter petit à petit gestion administration pour englober large. Il y a plus de 200 dénominations en France. On a trouvé plus de 200 façons d'appeler nos métiers. Du secrétariat spécialisé, du secrétariat généraliste cœur de métier, en passant par toutes les spécialisations. Et le pire en France, c'est qu'on ne nous appelle pas de la même façon selon qu'on regarde au niveau de la DARES, qui est l'organisme qui travaille sur les métiers et les qualifications, l'INSEE, par où remontent les infos qui sont sur les bulletins de salaire, et après Pôle emploi qui nous recrute. On ne retrouve absolument pas la même chose. Donc, si vous voulez, nos fédérations ont aussi cette responsabilité de faire un peu le ménage et de mettre de l'ordre dans tout ça, de manière à ce que dans toutes les négociations interfaces entre l'éducation, la formation et l'emploi, on parle bien de la même chose. Parce qu'il y a un autre élément aussi, c'est que dans les conventions collectives, en France, on trouve toujours des sténotypistes. Tenez-vous bien, mesdames. Des sténotypistes. Et on ne trouve jamais des assistants de direction, certainement pas au masculin. Bon, après, tout ça pour dire que le débat, si vous voulez, n'est pas sur la femme au service de l'homme dans une entreprise. Le débat, il est plus global sur d'une part, la manière dont nos métiers se sont transformés, la manière dont ces transformations ont été prises en compte par les institutions, et puis surtout un travail sur la mixité. La mixité, parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'orientent encore par défaut ou par dépit vers une filière, et pas par vrai choix professionnel. Donc le premier pas, ça a été de rebaptiser les diplômes de manière à ce qu'un garçon qui a envie de devenir assistant le fasse avec un vrai projet professionnel, une vraie motivation, et parce qu'il a bien saisi la grandeur et l'envergure de son futur métier. Voilà où est le combat de nos associations. Il n'est pas tellement sur... Ce qui permet peut-être de revenir à la question de la dame qui posait la question de savoir comment justement avoir une transition entre les métiers de l'assistanat et une évolution de carrière RH.
Et alors du coup, ça va être, si vous avez une réponse, ça peut être intéressant. Et sinon, c'est à monsieur Benami que je vais poser la question, puisque lui est responsable ressources humaines. Vous avez quelque chose à... Vous êtes passé, vous avez fait la transition. Je vais rapidement essayer de donner, en fait, comment passer de la transition à... Vous avez dit tout à l'heure que vous avez le titre d'assistante RH et vous faites un travail d'assistante. Vos activités portent sur les ressources humaines. Enfin, oui. Mais ce qui vous pose problème, c'est parce que il y a cette appellation d'assistante. Je crois que c'est au niveau de votre entreprise. Parce qu'il y a la nomenclature des métiers propres à... Je parle sous la... Voilà, parce que dans les entreprises, je prends le cas de chez nous, nous avons une cartographie des métiers où si vous êtes assistante RH, en fait, il y a en fait, le contenu de votre fonction qui est un contenu de fonction assistante RH. Si vous êtes assistante à l'administration des ventes, vous êtes assistante à l'administration des ventes. On a des assistantes monétiques et des assistants monétiques. C'est le contenu de la fonction. Donc, en fait, je crois que c'est avoir au niveau de votre structure propre. Ce n'est pas général. Je pense qu'il va pouvoir compléter tout à l'heure. Alors, ça fait une très bonne transition, justement, passez-lui le micro pour que l'on puisse discuter un petit peu avec M. Benaïdi, qui est directeur général de l'activité conseil de LNS Organisation et Ressources Humaines, et qui va nous parler justement de ce rapport RH au métier d'assistanat. Vous avez moins 10 minutes à peu près. Merci. Je ne suis pas assistante de direction, hélas. Personne n'est parfait. Je promets de faire un effort. Peut-être sur l'aspect ponctuel rapidement. Je voulais ensuite vous faire un témoignage sur la relation que nous avons ensemble, vous dans votre métier, dans votre posture, et nous les consultants aussi, dans notre casquette de consultant, parce que je pense qu'on a tous les deux une relation un peu particulière avec les patrons, qu'ils soient présidents, directeurs généraux, directeur d'une grande direction de première ligne, managériale. Et moi, franchement, c'est de cela que je vais essayer de garder 4 ou 5 minutes pour partager avec vous ce que je pense que vous et nous, consultants, avons besoin de suivre et d'être vigilants sur comment gérer cette relation. Puisque nous passons notre temps des fois, dans notre métier, à apprendre aux autres comment gérer leurs collaborateurs, mais on se pose rarement la question, alors même si quand on se la pose, on passe par l'action. On se pose rarement la question comment gérer notre boss, surtout quand il est le premier décideur. Donc, juste pour répondre ponctuellement, dans notre métier, on a l'habitude de séparer les publics dans l'entreprise en populations. Nous avons les populations spécifiques. Les assistantes de direction font partie. De la même manière que les expatriés, qui a parlé d'expatriés tout à l'heure, que les dirigeants, ou que certains métiers spécifiques comme les commerciaux, les traders, les recouvreurs. Aujourd'hui, dans les entreprises qui ont un peu réfléchi sur leur mode de fonctionnement, ils ne peuvent pas observer ces populations comme le reste de la population. Vu leur singularité, en définition, ces populations doivent être suivies dans tous les outils dont je vais parler, depuis le recrutement jusqu'à leur départ à la retraite, doivent être suivis par des outils spécifiques, y compris en principe dans leur formation, dans leur rémunération. Les mélanger avec les autres populations, ça veut dire qu'on n'a pas compris la singularité et le contexte très particulier qui lie l'assistante de direction à son DG. Et je fais peut-être le lien avec le sujet. Quand on observe le côté, entre guillemets, solitaire de la fonction d'un directeur général, je prends le directeur général comme exemple, hein, ça pourrait être le DGA ou le président, et quand on observe en miroir, en face, la posture aussi solitaire, entre guillemets, de l'assistant de direction, on peut à ce moment-là se poser la question comment mettre les bases d'une relation équilibrée et intelligente. Moi, je qualifie souvent cette relation, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une ressemblance, même si évidemment nous n'avons absolument pas le même quotidien ni la même charge, aussi bien physique, émotionnelle que les assistants de direction. Mais dans notre relation avec les patrons,
moi je la qualifie de complicité courageuse. C'est-à-dire, nous sommes très complices, nous, avec les DG et les PDG, beaucoup d'entre vous, j'ai eu le plaisir de travailler avec leur patron, donc vous me voyez rentrer dans leur bureau. Il y a une complicité forte, mais elle est aussi courageuse, parce que le consultant, il est aussi, des fois, amené à dire certaines vérités qui peuvent être difficiles à digérer dans les dirigeants. Et nous avons ensemble cette casquette d'être en même temps Papa Noël, quand les gens nous voient, comme assistant de direction, qui m'ont dit ah, elle a l'information, elle sait qui a été nommé, elle sait si cette année on va faire une convention, tout le monde va partir à Barcelone, bah, elle sait, enfin elle sait. Et nous aussi, quand le consultant rentre ou sort, on dit ah, les mecs ils savent, mais en même temps on passe pour les traîtres. On passe aussi, vous et nous, pour ceux, en tout cas, peut-être pas traîtres, j'avais un peu, mais pour les cachetiers, nous savons des choses, nous les gardons, nous les gérons au contrôle. Donc, je disais ça pour vous dire que si on devait raconter quelques anecdotes très rapidement pour gérer le temps, peut-être deux extrêmes que j'ai vécu personnellement, et je suis sûr que si ensemble on se mettait à rédiger une petite note, un petit livre sympa sur nos anecdotes, ça ferait une sorte de verbatim d'assistante sur leur DG. Et les verbatim des consultants, ça serait un super. C'est sympa. Ce que j'avais préparé, mais on n'a pas le temps, ce sera la prochaine fois. Un exemple, je vais très vite. Un grand PDG d'une grande multinationale, d'une grande industrie, je ne vais pas nommer par leader, avait une assistante de direction, plusieurs années, cette dame décide de partir, et quand elle part chez la concurrence. Et donc, 3 ans après, dans les ruelles de Riyad, journée pluvieuse, elle est dans sa voiture, lui, il est dans sa voiture, au carrefour de Riyad, il se retrouve. On réfléchit, est-ce qu'elle circuit, est-ce qu'elle fait sans doute le pas, et puis, par respect à ça, ils s'arrêtent tous les deux, se disent, mon Dieu, comment ça va, à la fin, les enfants, etc. Et puis, il dit, comment ça se passe, là où vous êtes? Elle commence à se plaindre, en disant, écoutez, c'est pas bien du tout. Il dit, écoutez, vous accepteriez de revenir? Il dit, non, je ne peux pas me permettre. Je vous ai lâché, en plus, je suis allé chez les concurrents, j'aurais jamais on dit aux Marocains, le visage, de vous rencontrer le matin, non, c'est cassé, je sais que... Alors, il raconte cette histoire, c'est une anecdote géniale, que j'aime bien raconter, parce que je trouve que la bienveillance est quelque chose qu'il faut absolument que les dirigeants aient dans leur relation avec le système de finances. La bienveillance, vraiment, la bienveillance. Et ce monsieur lui explique, lui dit, il pleuvait, lui dit, si vous avez une bague de famille très précieuse, léguée par votre maman ou votre papa, et que vous l'égavez, vous n'avez plus de traces pendant 4 ans de cette bague, et qu'un jour pluvieux, comme ce jour-là, vous regardez dans, je m'excuse, un bouche d'égout, vous voyez une lumière qui brille. Vous approchez un peu, vous reconnaissez le contour de cette bague. En réalité, où elle parlait de Louisa Dima, de lui, c'est quoi, ça vient de là, Louisa. Enfin, disons qu'une bague, alliance, si vous voulez, il dit, vous voyez cette bague, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, oh, elle est dans la boue, c'est dégueulasse, c'est ça, j'en achète une autre. Ou est-ce que vous tournez vos manches, plongez dedans et vous la sortez, vous la stickez et vous l'embrassez 10 fois en disant Dieu Seigneur, j'ai récupéré. J'ai trouvé cette image excellente qui, en principe, dans cette relation, encore une fois, en même temps, avec des aspects agréables, quand même relation DG, avec son assistant, mais en même temps, côté ingrat. C'est un duo, c'est un tandem, je ne veux pas dire couple, parce que dans les couples, on peut s'excuser des choses. Mais dans les duos, les binômes, malheureusement, on n'a que le face-à-face et le miroir du quotidien, et des fois, on intériorise certaines frustrations, sans doute des deux côtés. C'est sympa aussi de voir du côté des DG ce qui compte. Mais la bienveillance, je pense que c'est quelque chose de bien. Et je voulais simplement, quand Madame donnait des exemples sympas et concrets, moi j'ai été frappé par, je ne vais pas la citer encore une fois pour faire de pub, un grand PDG d'une grande entreprise qui m'avait invité à une rencontre, je trouve ça même émouvant. Une fois par an, une grande entreprise, donc il y a les DG, les directeurs, les DGA, puis il y a les directeurs des sites, vous savez, partout là. Une fois par an, ils font une rencontre, ça ne veut pas très
l'après-midi, de 15h à 19h, dans laquelle ils invitent toutes les assistantes de direction et les secrétaires de direction. Ils sont nombreux, ils sont une trentaine. Et dans cette rencontre, j'en ai insisté en une, le DG commence par, non pas, c'est pas une confession, mais il commence quand même à recenser les sacrifices et les disponibilités de ces dames, puisque ce sont des dames, par rapport au management. Le fait qu'elles laissent tomber enfants, femmes, comme vous m'avez dit, etc., des journées longues, et surtout qu'elles subissent encore. Souvent, quand on fait les entretiens avec les assistants de direction, cela est l'intériorité. C'est comme le test de l'air. On sait qu'elle est dans l'avion, on ne peut pas se plaindre parce que l'avion monte très haut. Ce qu'elle n'apprécie pas, évidemment, c'est le stress négatif et inutile. C'est la pression qui ne sert à rien. Donc, c'est ces pressions, c'est le saut du beurre et l'inconstance intelligente, c'est cela qui les tue. Donc, il y a ce côté bienveillance, lequel, franchement, quand j'ai l'occasion de parler avec des dirigeants, souvent on parle en étant quelque chose d'important. Alors après, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui quelque chose sur lequel je pense qu'il faut insister dans votre métier, par rapport à cette histoire de technologie, cette vie digitale qui est en train de nous envahir. On ne va pas rentrer dans le débat métaphysique du progrès, ça ne va pas changer, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les directeurs généraux ont besoin que leurs assistants de direction, les experts, les coachs et consultants, mais c'est l'assistant qui est là au quotidien, ils ont besoin que dans cette relation, l'histoire de la digitalisation, l'utilisation des gadgets aujourd'hui de communication soit absolument surveillée. Parce que vous avez dû le sentir, nous sommes tous, dans cette salle sans doute, c'est que le lien social dans l'entreprise est en train de s'effriter de façon vraiment extraordinaire. Tout ce qu'on nous a raconté il y a quelques années, on disait oui, on fait des exagères. Mais aujourd'hui, quand on voit que nous sommes réellement entrés dans une ère d'errance digitale, vraiment d'errance digitale, c'est-à-dire que nous observons tous, vous voyez dans l'entreprise, tout le monde est derrière l'ordinateur, mais en réalité, dès qu'on rentre dans l'ordinateur, on ne s'en sort plus, puisqu'on rentre et on se balade un peu partout, on a l'impression que tout le monde travaille, on s'en fait, mais en réalité, tout le monde est un peu perdu. Et cette phobie, vous savez, cette phobie que nous avons tous à rater, à croire qu'on va rater quelque chose, c'est presque une maladie, les spécialistes en santé ont parlé cet après-midi. Le fait de dire que c'est l'angoisse de la déconnexion, le fait que nos dirigeants sont en permanence, vivent en permanence dans cette angoisse que je vais rater quelque chose. Donc quand je vais rater quelque chose, je dois être en connexion permanente et je dois être dans une sorte d'adduction à la technologie, fait que l'assistant de direction, qui était quand même le lien social, qui était quand même celle qui centralisait un minimum de relations, pas hiérarchiques, mais quand même de relations un peu structurées dans l'entreprise. Vous avez vu ce qui se passe par exemple avec les cartes de vœux. Ça devient ridicule. Nous recevons des cartes de vœux papier signées physique, les mêmes personnes reçoivent des cartes de vœux électroniques. Nous recevons des SMS dans lesquels on nous dit bonne année, et nous recevons des agents sympas qui ont téléphoné pour dire bonne année. Et puis il y a ceux qui prennent des listes sur WhatsApp, sur là, qui pour nous. Après, pour répondre, on est très embêté. On ne sait même plus à qui répondre. On va faire la même chose. Hein. Donc, ça se généralise un peu partout. Cette angoisse de perdre quelque chose, de rater quelque chose. Moi, je pense que les assistants de direction sont les mieux placés parce que vous êtes un peu comme sur une tour, vous savez. On a un peu sur la tour Eiffel, vous avez un peu de hauteur par rapport à cette agitation qui vient dans l'entreprise. Vous voyez les DG changer, ça c'est une force que vous avez, donc vous regardez un peu les changements. Vous pouvez, je pense, être quand même un peu avec le clignotant, qui de temps en temps peut sensibiliser le DG à ce qu'il fasse plus de liens sociaux, qu'il prend le temps. Parce que le thermomètre, c'est bien, c'est super celui qui a inventé le thermomètre. Mais ce n'est pas le thermomètre qui guérit les malades. C'est le lien social avec le médecin qui guérit. Sinon, je prends ma température, je regarde sur Internet et je lis le lexique du diabète et je vais à la pharmacie. Non, c'est ce lien social qui fait que la présence, la relation, la qualité de la relation qui fait que nous avons l'impression de progresser. Eh bien, moi je pense que ce n'est pas la responsabilité de l'assistant de direction,
Mais je pense que vous êtes, en termes d'observatrice, les mieux placés pour secouer les gens, des fois pour dire, écoutez, est-ce que c'est pas possible que nous éteignions ces téléphones, ou est-ce que c'est pas possible que nous fassions un servage de 2 ou 3 jours dans lequel on peut être dans une ville sans forcément avoir besoin de toutes ces choses-là, ou alors au moins que ça soit fait, bien sûr, en parallèle du lien social. C'est pas exclusif. C'est pas soit comme aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui si on était en visiophone, chacune de nous à la maison, c'est possible aujourd'hui. Mosquée. Ça n'aura évidemment pas le même. Donc je m'arrête là. On a des contraintes de temps. Mais je pense au moins sur ces deux aspects-là, la bienveillance comme valeur auquel les dirigeants doivent, au-delà de la reconnaissance. La reconnaissance, il y a un côté un peu paternaliste, un côté peut-être même un peu égoïste, intéressé. Non, je pense que la bienveillance, il faut d'abord du recul pour comprendre que les gens ont besoin d'être soutenus. Je ne suis pas en train de vous encourager pour que vous quittiez votre entreprise pour revenir 3 ans après. Mais je pense que la bienveillance est quelque chose que nous devons développer dans nos entreprises. Alors, maintenant, on va passer au témoignage de Madame Amarty, qui va nous parler. Je sais mal prononcer, je suis française, je suis nulle, vous le savez si vous m'écoutez le matin. Quoi qu'il advienne, c'est votre témoignage, je vous laisse la parole. Mélanie, vous êtes la meilleure. Je reste quand même une française qui prononce mal, mais merci, j'adore. Là, c'est pas difficile, c'est la Marty. Moi, on me dit 2 A, j'essaye de le prononcer, j'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Donc, ML, pour tout le monde, ce n'est pas la peine. Donc, je suis là, j'ai été invitée, j'ai eu ce plaisir d'être invitée par l'AMPA, Madame Benzakour, et je vous remercie. Je remercie toutes les personnes présentes de m'écouter, d'écouter mon expérience. C'est par rapport au titre des assises d'aujourd'hui, c'est-à-dire le changement. Et je viens témoigner pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu comment? Je l'ai vécu par 2 fusions différentes, à intervalle de 4 ans, dans 2 groupes financiers. Et à chaque fusion, moi personnellement, je l'ai vécu comme une chance de pouvoir évoluer vers quelque chose d'autre, une chance de pouvoir acquérir d'autres compétences, une chance d'ouverture. Parce que moi, personnellement, je voulais évoluer. Pourquoi? Parce que je suis arrivée au métier de l'assistante un peu par hasard. Parce que je suis plutôt de formation langue étrangère. Et c'est ça ce qui a fait qu'un jour, je me suis retrouvée dans un bureau d'un président en train de travailler avec lui. Donc, première fusion, j'ai eu des amis qui paniquaient parce qu'ils avaient peur de ce changement, comment allait évoluer leur carrière, etc. Mais moi, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur, il faut saisir l'occasion, parce que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, de même que moi, voulaient évoluer vers autre chose. N'ayez pas peur de demander à vos patrons directs d'assister à des réunions dans lesquelles vous pouvez prendre des notes, même si c'est des comités restreints. À force d'insister et de demander des formations, demandez à suivre des formations, c'est très important, parce que ça va vous donner un bagage et ça va légitimer votre demande d'aller de l'avant. Donc, deuxième fusion, j'ai eu aussi envie de quitter le métier de l'assistanat pour évoluer vers autre chose, parce qu'il y avait toujours, comme je ne sais pas qui a dit, la personne qui a parlé, assistante RH, qui a dit qu'il voudrait que la dénomination assistante disparaisse de son titre. Pourquoi? Parce que des fois, on se sent dévalorisé lorsqu'on parle d'assistante. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde d'assister quelqu'un. Mais alors qu'on ne fait pas que assister, on fait énormément de choses. On est l'interface de la personne, on est celle qui transmet les messages. Donc aujourd'hui, après avoir démissionné, 25 ans de travail, j'ai été chef de projet, j'ai été responsable de fondation, assistante de plusieurs présidents. Je me suis rendu compte qu'il y avait un manque au niveau de la formation de l'assistante dédiée. Et donc, depuis 2 ans, je suis consultante en formation pour les métiers d'assistanat, le secrétariat et l'accueil. Et tout récemment, depuis quelques mois, j'ai créé mon propre cabinet où j'ai d'autres personnes qui sont spécialisées dans les RH ou dans la gestion financière, etc., qui collaborent avec moi. Pourquoi? Parce que
l'assistante peut évoluer. Vous pouvez aller vers le métier aujourd'hui de office manager, par exemple. Office manager, vous avez beaucoup plus de responsabilités. Tout dépend de votre structure, de votre entreprise. Est-ce qu'ils vont vous donner cette chance? Parce que des fois, ce n'est pas possible. Donc, c'est à vous de voir par la suite. Vous pouvez aussi devenir secrétaire général d'un comité ou d'une commission. Tout dépend de vous. Donc, moi, je vous encourage. Allez-y de l'avant. N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Suivez des formations, demandez à vos entreprises de les financer. Ce n'est pas à vous de financer vos formations, c'est à eux, parce que vous vous donnez énormément. Donc c'est la moindre des choses. En plus, ils peuvent être remboursés. Il y a aujourd'hui une politique au Maroc pour la formation continue. Donc n'hésitez pas et merci de m'avoir écouté. Bon, on va pouvoir passer à la suite. Mais je vais quand même vous dire un tout petit mot très rapide parce que moi je suis venue, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas assistante, mais quand on m'a demandé de venir, je me suis demandé pourquoi, parce que concrètement, vous n'aviez pas besoin de moi pour organiser ça et même pas pour faire la modération. Vous savez faire ça, vous le faites tous les jours. Et malgré tout, je suis venue en me disant que je voulais avoir aussi votre vision à vous. Et discuter avec vous, pour moi c'est de la formation aussi, vous savez, ça me donne une autre vision après quand je vais parler à l'antenne, des problèmes de l'entreprise aussi. Et j'en ressors en étant à la fois triste et heureuse. Alors je vais d'abord commencer par la tristesse, parce qu'elle est réelle. Elle est réelle, cette tristesse, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce qui a été exprimé ce matin. Il y a de la souffrance parce que vous manquez de reconnaissance. Il y a de la souffrance parce que vous ressentez du désamour. Il est très fort. Et notamment vis-à-vis de vous-même. La première des choses, au final, la première chose, c'est le changement hors de l'assistanat. C'est grave ce désamour. C'est très très grave. Et c'est très difficile à vivre pour vous. Et vous vous sentez délaissé par les entreprises, par vos familles, parfois, que vous êtes obligés de laisser parfois de côté pour faire votre métier. Et ça c'est très triste et très difficile, je pense, à vivre. Je suis triste aussi, et j'ai ressenti cette tristesse aussi parce qu'il y a de la frustration. Justement, vouloir changer de métier parce qu'on ne peut pas s'exprimer, c'est énormément de frustration. Et ce mépris que vous ressentez, et parfois la violence que vous exercez les unes par rapport aux autres. Tout ça, c'est beaucoup de frustration. Parce que dans cette violence que vous exercez les unes par rapport aux autres, ce n'est pas de la méchanceté que vous exercez. C'est finalement... c'est justement cette concurrence, cette frustration, si vous n'y arrivez pas et que l'autre y arrive, qu'est-ce qui se passe? Et ces élans d'humanité qu'il faut se pardonner aussi, parce qu'on est tous humains, qui font que peut-être parfois on a des mauvais mouvements. Je suis triste aussi parce qu'on a essayé de parler de mixité, ben, ça ne marche pas au Maroc, hein. Faut être clair, on n'y est pas. On n'y est pas, on a essayé de parler des métiers de l'assistanat et faire en sorte qu'il n'y a que des femmes assistantes. On a essayé de parler d'assistantes dans le changement pour des managers femmes. Clairement, personne n'a répondu à cette question. Parce que finalement, en tout cas pas au Maroc, pas dans cette manière-là. Parce que cette dimension de la mixité n'est pas encore là. Et donc ça, c'est un combat dans tous les cadres de la société. Malheureusement, pas que dans l'assistanat, bien sûr. Mais par contre, et puis aussi parce que les femmes, parfois, sont en effet les pires ennemis des femmes. Quand elles sont vos managers, comme entre vous, et on le sait. C'est vrai aussi. Mais parfois, elles sont aussi, et c'est pour ça que je suis heureuse, les meilleures amies. Je suis heureuse parce que d'une part, parce que vous vous organisez, parce qu'il y a de plus en plus d'associations de solidarité féminine. C'est pour ça que moi je suis là, par solidarité féminine. Parce que les femmes, quand elles s'organisent entre elles, parce que quand elles ne se tirent pas des coups dans les pattes, elles sont clairement le roc du monde. Elles sont le cœur du monde. On est le cœur du monde quand on travaille ensemble, et on en est l'avenir. Et donc ça, c'est quelque chose qui a de quoi rendre heureux. Et de quoi rendre heureuse toute que nous sommes. Pour finir, c'est la dernière chose, je sais, et vous savez toutes, que vous savez tout de la nature humaine. Vous en avez vu le meilleur et vous en avez vu le pire. Vous gérez les relations publiques des entreprises, vous gérez les relations sociales à l'intérieur de l'entreprise et vous gérez les relations privées des personnes avec qui vous travaillez.
On le sait. On sait la pression que cela vous fait ressentir. C'est une évidence. Et cette vision de l'humanité que vous avez, qui est à tout point de vue, du meilleur et du pire de l'humanité, doit vous rendre, vous, justement plus humaine. Et plus à même de vous accorder à vous-même l'amour dont vous avez besoin et que vous ressentez, et sur lequel vous ressentez un manque. Vous n'avez pas à vous accepter dans le changement hors de votre métier. Vous avez à reconnaître à quel point votre métier fait de vous les personnes les plus à même de comprendre la nature humaine dans son ensemble. Et c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement gratifiant aussi. Donc, reconnaissez-vous vous-même, regardez-vous vous-même comme les femmes merveilleuses et les hommes, j'espère bientôt que vous êtes, parce que vous comprenez les hommes, vous comprenez les femmes, vous comprenez l'entreprise et la société en mutation. Et c'est la chose la plus difficile et la plus belle que l'on ait à faire dans un monde où tout amène à la mécanisation, à la robotisation, à la déshumanisation des rapports. Vous êtes l'humanité en marche dans l'entreprise et dans la société. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, valorisez-vous tel que vous êtes et pardonnez-vous d'être ce que vous êtes parce que parfois, vous vous en voulez de n'être entre guillemets que cela alors que vous êtes tout cela. Bravo. Merci. Après, vous allez avoir une super pièce de théâtre, je crois. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors, je suis Zahra Hachim et je suis directeur du capital humain du groupe Palmeraie. Alors, pourquoi je suis là? Merci Mélanie, vous avez fait monter les émotions. Et je pense que ça vient de nos tripes. Parce que là, aujourd'hui, c'est mes tripes que je vais sortir. Je suis ici pour accompagner une dizaine de nos pairs. Parce que oui, dans le groupe, qui est le groupe Palmeraie, qui est en pleine transformation, j'ai une mission d'accompagner ce changement. Et pour moi, vous êtes les acteurs du changement d'une entreprise. Pas seulement acteurs de votre propre changement, mais vous êtes les acteurs du changement de l'entreprise. Les premières personnes avec qui j'ai eu des relations particulièrement fortes et qui m'ont aidé à avancer dans ce changement, c'est nos pairs, c'est nos assistantes. Et aujourd'hui, je suis fière d'être là parce que la thématique m'a interpellée, qui est la thématique du changement. L'excellence du programme, parce que ça m'a interpellée, parce que nous vivons d'abord nos valeurs avant de les écrire au niveau du groupe, l'excellence, l'innovation, et ça passe avant tout par les premiers acteurs, les premières actrices de cette entreprise, c'est vous, c'est nos assistantes. Voilà, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est bon? C'est bon. Alors, il y en a une pièce de théâtre. Je sais que tout le monde veut parler. Tout le monde, je pense. Et c'est une des choses qui est merveilleuse. Vous avez tous et toutes des choses à dire. Malgré tout, c'est la pièce de théâtre maintenant. Oui, bravo. Et notre invité de 7h50 ce matin, c'est Amal Benzakour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la membre fondatrice de l'UNPA, l'Union nationale des professionnels de l'assistanat du Maroc. On va donc se plonger ce matin au cœur du métier d'assistante de direction avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patrons qui nous entendent. C'est un métier qui a évolué, hein, assistante de direction. C'était d'ailleurs le thème de vos premières assises en 2012, l'évolution de ce métier. Les deuxièmes assises, c'est dans 3 jours, ce sera ce samedi avec pour thème cette année l'assistante de direction, acteur de son changement. J'ai une question à vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet. Amal Benzakour, est-ce que vraiment avec les technologies qui avancent de plus en plus vite aujourd'hui, vous n'avez pas peur que ce métier d'assistante de direction ne disparaisse un jour ? Non, jamais. L'assistant de direction, franchement, est un élément primordial pour le patron. Pour un manager qui veut se concentrer sur les dossiers de décision
et les dossiers importants, il doit être soulagé des autres dossiers. Et c'est l'assistante qui doit faire ça. On parle du bras droit du patron. C'est la clé incontournable de l'entreprise. C'est aussi l'assistante conseillère. C'est maintenant, l'évolution, c'est l'office manager, c'est l'attaché de direction. Toutes ces appellations ont évolué avec les tâches et les missions qui lui sont confiées. Tiens, vous diriez justement que la vie d'assistante de direction est plus simple aujourd'hui au Maroc en 2015 qu'elle l'était il y a 10 ans, 15 ans par rapport à ces technologies aujourd'hui? Alors, autrefois, on peut parler d'une assistante, plutôt de secrétaire. C'était le métier de toutes les femmes qui exécutaient un travail d'un manager, à savoir la rédaction du courrier, l'accueil téléphonique, la gestion de l'agenda, enfin, toutes les tâches quotidiennes. Par contre, maintenant, avec l'informatique, avec l'outil donc Outlook, messagerie, tout ça, ça lui a beaucoup libéré le temps pour pouvoir avoir d'autres missions plus intéressantes et plus enrichissantes, à savoir de mener des dossiers, de la gestion de dossiers, même mener des projets qui se rattachent à la direction générale, de faire des suivis de dossiers, puis aussi d'être une force de proposition et d'amélioration. Donc c'est une assistante aujourd'hui qui a plusieurs casquettes, multicasquettes plus qu'avant. Tout à fait, elle doit être franchement polyvalente. Elle doit avoir la casquette de l'assistante, l'interface entre les collaborateurs et le manager. Elle doit avoir la casquette de la personne qui facilite le travail et le flux d'informations. Elle a plusieurs missions assez importantes. Alors, une fois qu'on a une expérience assez longue, on pense forcément, pas tout le temps, mais souvent à se reconvertir. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour une assistante de direction de se reconvertir après plusieurs années de métier comme celui-ci? Aujourd'hui, justement, l'assistante de direction qui a capitalisé une longue expérience dans son poste, elle devient polyvalente. Et donc, elle a sur le côté relationnel, elle doit avoir acquis certaines compétences, et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir évoluer vers d'autres postes, soit le poste de communication, marketing, commercial, et même du coaching, si elle a fait une formation qui puisse lui permettre de faire du coaching. Et en même temps, nous avons des cas d'assistantes de direction qui sont partis en pré-retraite et qui se sont reconvertis à d'autres domaines qui sont tout à fait autres, comme artistes, peintres, comme écrivaines, et aussi des personnes qui se sont mis à leur propre compte pour faire de la formation, du freelance. Alors, je pose toutes ces questions parce que vous allez les aborder pendant ces assises, mais concrètement, ça permet quoi ces assises de l'assistante de direction? Alors, cette journée, elle est spécialement dédiée à l'assistante de direction. C'est vraiment sa journée. C'est une rencontre de plusieurs assistantes. Nous leur offrons un espace d'échange, de rencontres autour de conférences, de débats, des ateliers pour leur permettre de voir les perspectives d'évolution de leur métier. Et en même temps, c'est aussi l'occasion pour nous cette année, et cette année c'est spécial, nous avons voulu faire de ces assises un benchmarking de meilleures pratiques entre l'assistante française et l'assistante africaine. Donc nous serons, si vous voulez, c'est un rapprochement entre l'Afrique et l'Europe à travers le Maroc. Nous avons invité la présidente de la Fédération française, Madame Monique Jani, qui va intervenir, et Madame Yvonne du Gabon qui arrive aussi pour une intervention. Et aujourd'hui, le Maroc, comment il se retrouve entre la France et l'Afrique dans ce métier d'assistante de direction?
Bah, écoutez, on se positionne sur pas mal sur la place par rapport en France. Nous avons à peu près le même parcours. Il faut absolument les mêmes compétences pour faire ce métier. Seulement en France, ils sont un peu plus avancés que nous. Je parle de l'association. Ils se sont formés en fédération parce qu'il y a plusieurs associations en France. Et donc maintenant, ils ont fédéré toutes ces associations autour de la fédération française. Et c'est ce qui leur permet, c'est ce qui forme encore plus de force pour pouvoir communiquer avec les ministères, avec le gouvernement même, pour défendre le statut de l'assistante de direction. Bah tiens, justement, comment vous voyez évoluer ce métier d'assistante de direction au Maroc? Son évolution, c'est justement d'abord c'est ressortir l'assistante de direction de l'ombre, parce que souvent son poste n'est pas assez valorisé. Encore aujourd'hui? Dans certaines entreprises, je ne parle pas de la majorité, mais certaines entreprises dont les patrons ne savent pas très bien exploiter les compétences de son assistante, ou alors franchement qui la même pas au devant de la scène.